Cher maître, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cas radioclinique du jour. Il s'agit d'une patiente âgée de 46 ans, n'ayant pas d'antécédents pathologiques particuliers, qui se présente pour des douleurs abdominales diffuses, intermittentes, sans vomissement ni trouble de transit, ni altération de l'état général. L'examen clinique retrouvait une sensibilité de la fosse iliaque droite et de l'hypogastre. Le bilan biologique était normal et l'échographie n'objectivait pas d'anomalie. Devant la persistance des douleurs abdominales, une TDM abdominopelvienne a été demandée, dont je vous expose les résultats. Voici la TDM de la patiente, en coupe axiale après injection de produits de contraste iodé. En coupe sagittale, et en coupe coronale. On notait la présence au niveau de la lumière d'une anse intestinale idéale de trois formations ovoïdes bien limitées calcifiées. La plus volumineuse comportait un centre graisseux et mesurait 3 cm de grand axe. Cette anse idéale était le siège de niveau hydroaérique, témoignant d'une stase en son sein, avec mise en évidence de deux niveaux de transition entre chacune de ces deux extrémités, avec les anses intestinales grêlies d'amont et d'aval qui étaient affaissées, avec présence de signes de l'encoche graisseuse. Le tout faisant évoquer une obstruction intestinale partielle sur bride. Le diagnostic retenu était celui d'entérolithiase secondaire à une subocclusion intestinale sur bride avec risque accru d'occlusion intestinale aiguë. L'entérolithiase représente la formation de concréations denses, entérolithes, dans le tractus gastro-intestinal, généralement à la suite d'une stase intestinale due à une pathologie sous-jacente. Cette affection est relativement rare, avec une prévalence comprise entre 0,3 et 10% dans la population générale, en grande partie due à une maladie diverticulaire du côlon. Les entérolithes peuvent être classés en primaire, se formant dans l'intestin grêle, et en secondaire, se formant dans la vesicule biliaire, sous forme de calcul biliaire. Les entérolithes de l'intestin grêle peuvent être de trois types selon leur composition: ceux constitués majoritairement d'acide biliaire, ceux constitués de phosphate et ceux constitués d'oxalate de calcium. Les calculs peuvent être composés de substances iatrogènes telles que le barium et les antiacides, par des matières indigestes ingérées, ou, dans le côlon, elles peuvent être entièrement constituées de matière fécale. Le site et le pH de la lumière intestinale définissent cette composition chimique. L'acidité relativement élevée du duodénum et du jéjunum permet la précipitation des acides biliaires, en particulier l'acide cholique, qui sont radiotransparents. La précipitation de calcium dans les parties distales inférieures de l'intestin grêle, en raison du pH alcalin dans cette région, favorise la formation d'entérolithes radio-opaques. Les causes fréquentes d'entérolithiase primaire sont dominées par les diverticules intestinaux, puis par les anastomoses et montages chirurgicaux avec anse afférente, des structures intestinales bornes, les hernies intestinales incarcérées, la stase due à des tumeurs intestinales, la présence d'adhérence, les sténoses notamment celles observées lors de la maladie de Crohn et la tuberculose intestinale. L'iléus biliaire reste de loin la forme la plus courante d'entérolithiase secondaire. En imagerie, et sur les radiographies standards, la visibilité du calcul intestinal dépend de sa teneur en calcium. Les calculs d'acide cholique sont donc presque toujours radiotransparents, alors que les calculs riches en calcium présentent généralement un bord radiodense et un noyau relativement radiotransparent. Plus sensible que la radiographie standard, la tomodensitométrie permet de confirmer le siège intraluminal des calculs et également mieux adapté pour évaluer les conditions sous-jacentes à l'origine de leur formation, leur retentissement et les éventuelles complications possibles. En pratique, la présence d'une aérobilie permet de différencier l'iléus biliaire de l'iléus par entérolithe primaire. Par ailleurs, l'opacification digestive par un produit de contraste à haute densité peut masquer les calculs radio-opaques. Sur ces images tirées de la littérature, la radiographie de l'abdomen sans préparation à gauche montre la présence de multiples formations radio-opaques se projetant dans le trajet d'une anse intestinale. Le scanner en coupe axiale en haut à droite montre l'absence de calcul biliaire ou d'aérobilie, et en bas à droite montre des structures ovoïdes intraluminales avec une calcification périphérique et un centre hypodense en rapport avec des entérolithes. Ces images scanographiques en coupe axiale et coronale montrent un cas d'occlusion intestinale aiguë secondaire à des entérolithiases chez un patient atteint de la maladie de Crohn.
L'entérolithiase peut entraîner des complications graves telles qu'une occlusion intestinale, une invagination intestinale, une ulcération de la muqueuse intestinale, une diverticulite, une hémorragie intestinale, une anémie ou une gangrène. En fonction du degré de formation des entérolites, de leur taille et également en fonction de l'affection sous-jacente, la prise en charge peut se faire par voie laparoscopique ou par chirurgie ouverte permettant l'extraction des entérolites et la prise en charge de l'affection causale. Pour conclure, la présence d'entérolithiase est une situation relativement rare, le plus souvent asymptomatique, mais qui peut se révéler par des complications diverses, parfois graves. Le scanner est un examen performant, permettant à la fois le diagnostic positif, topographique et étiologique, en plus du fait d'évoquer le diagnostic en cas de complications. La prise en charge thérapeutique est principalement chirurgicale et dépend de plusieurs facteurs. Je vous remercie et voici les références utilisées pour réaliser cette présentation.